ville de tous les possibles, un paradis terrestre en plein milieu du désert. Mais ne serait-elle pas en train de devenir la pire ville du monde pour y placer son argent? La promesse, vous venez ici, vous payez 0 impôt, vous vivez dans le luxe et on vous garantit la sécurité, l'abondance. Oui, mais le 28 février 2026, dans l'après-midi, les habitants reçoivent une alerte sur leur téléphone. L'Iran a envoyé 260 missiles balistiques et 1500 drones sur les Émirats Arabes Unis. Il vient encore d'y avoir un bombardement au-dessus de chez nous. Ah non mais c'est horrible, mais c'est une dinguerie. Là on le voit. Débris de missile qui est tombé sur un hôtel à Dubaï et donc là ça a vraiment commencé à faire peur à tout le monde parce qu'il y a eu du feu, il y a eu un gros boom. L'aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde avec ses 92 millions de passagers par an, est touché 2 fois en moins d'1 mois. En tout, plus de 23 000 vols sont annulés, quitter le pays devient difficile, certains conduisent des heures à travers le désert, d'autres paient jusqu'à 190 000 € pour un vol privé vers l'Europe. Soudain, le rêve prend un sacré coup. L'indice immobilier de Dubaï perd environ 30% en 2 semaines. Les influenceurs sur place paniquent, l'image commence à se fissurer et pourtant, sans que personne ne le sache, le vrai danger qui menace Dubaï n'a pas encore commencé à faire parler de lui. Car la vraie menace qui plane sur la ville, elle, ne fait encore aucun bruit. En 1960, il n'y avait ici qu'un village de pêcheurs et quelques marchands de perles. Pas d'eau potable, pas de route, pas d'électricité, et pourtant, c'est devenu ça. Dubaï, avec la tour la plus haute du monde, les îles artificielles les plus photographiées de la planète, un aéroport qui brasse plus de passagers que Paris-Charles de Gaulle et Londres Heathrow réunis, c'est l'une des histoires les plus folles du XXe siècle. En 50 ans, Dubaï a fait ce qu'aucune ville n'avait jamais fait, inventer une civilisation depuis le désert, construire un monde entier depuis du sable. Et ça a marché. Il suffit de regarder le nombre de vidéos sur internet de voyageurs, d'influenceurs qui affirment que Dubaï est le meilleur endroit au monde. Des dizaines de millions de personnes y ont cru. Des touristes, des expatriés, des investisseurs, notamment français, attirés par des promesses de rendement élevés et le zéro impôt. Sauf que chaque élément qui a fait la grandeur de Dubaï, son modèle économique, sa démographie, son architecture, son eau, son climat, repose sur un équilibre très précaire. Un équilibre précaire que la guerre fragilise, mais ce n'est encore que le début. Dubaï, c'est une ville sans ressources, une ville artificielle de A à Z. Et vous allez voir que quand on dit artificielle, on parle aussi littéralement du sol sur lequel elle repose. Contrairement à ce qu'on pense, Dubaï n'a quasiment pas de pétrole. Ses réserves représentent moins de 4% de celles des Émirats Arabes Unis. En fait, leurs réserves pétrolières sont à Abu Dhabi. En cas de souci, Dubaï est donc forcé de tendre la main à son voisin. Il s'est d'ailleurs passé quelque chose en 2009 qui montre bien la dépendance de la ville à sa voisine. La dette du conglomérat Dubai World atteignait 59 milliards de dollars. Nakheel, le promoteur des îles artificielles, était incapable d'honorer une échéance de 3,5 milliards de dollars à la fin de l'année. Abu Dhabi a sorti le chéquier et donné 10 milliards en renflouement. La prospérité de Dubaï a donc un garant qui n'est pas éternel et qui a aussi ses propres intérêts. On va en reparler très vite, mais Abu Dhabi construit son propre centre financier international, l'ADMG. Il cherche à attirer exactement les mêmes investisseurs que Dubaï. Autrement dit, la main qui sauve d'un côté, mais qui fait concurrence de l'autre. Alors, pour Dubaï, sans pétrole, comment attirer l'argent? Dubaï a dû s'inventer toute une économie alternative. Tourisme, finance, logistique, immobilier. Le but, construire un vrai pays de rêve. Vous avez sûrement dû le voir avec des pubs pour Dubaï tournant partout sur YouTube, comme celle-ci. Pendant des années, ça a été un franc succès. Et en fait, comment je suis tombé amoureux de Dubaï, c'est la sécurité, le bien-être, les gens, la mentalité, elle est saine, elle est tranquille. Et c'est ça en fait qui a fait que je suis tombé amoureux. Oui, ça y est, c'est officiel, je viens de passer le cap des 5 ans à Dubaï. C'est bien pour ça que depuis 2020, les prix de l'immobilier à Dubaï ont grimpé de près de 70%. Et pour comprendre pourquoi, il faut regarder qui a acheté. Des oligarques russes, d'abord, qui cherchaient à mettre leur patrimoine à l'abri dans un pays n'appliquant pas de sanctions post-Ukraine. Des détenteurs de crypto-monnaies, ensuite, attirés par la fiscalité et la réglementation crypto beaucoup plus souple qu'en Europe. Des familles indiennes fortunées aussi, ou encore des Européens excédés par la pression fiscale. Pendant 4 ans, Dubaï a été la ville la plus chaude au monde pour les investisseurs immobiliers. Mais sous cette hausse
se cache une bombe à retardement depuis le début. Dès mai 2025, l'agence de notation Fitch, référence mondiale du secteur qui permet aux investisseurs d'évaluer les risques d'un investissement, lance l'alerte. 210 000 nouveaux logements devaient arriver sur le marché à Dubaï entre 2025 et 2026, le double de la production des 3 années précédentes. Une offre qui explosait précisément au moment où la demande commençait à s'essouffler. Les Russes, sous pression internationale, investissent moins. Les prix du pétrole à ce moment-là reculent, ce qui pèse sur les liquidités dans toute la région. Fitch anticipe alors une baisse des prix de l'immobilier de 15%. Des questions commencent alors à émerger sur Dubaï. Les risques réels de 2026. On va commencer par être un peu honnête. Oui, il y a des signaux à surveiller. La croissance des prix ralentit, on n'est plus sur les plus 20% annuels d'après-Covid. Et sur le papier, l'offre future, elle paraît énorme. Ces éléments sont vrais. Mais ils ne racontent pas toute l'histoire. Je vais vous donner un exemple concret, c'est plus simple pour comprendre. En 2026, on nous annonce 70 000 appartements. La livraison probable pour ces appartements est plus autour de 35 000. 2027, pareil, on a une annonce de 81 000 appartements et la livraison probable sera plus autour de 40 000. Et comme chaque année, une partie des tours annoncés ne sortent jamais du sol. Et c'est pile à ce moment-là que le conflit armé arrive aux portes de la ville. Dès lors, les transactions se figent, les acheteurs étrangers qui faisaient la quasi-totalité du marché disparaissent du jour au lendemain, les anticipations de Fitch sont largement dépassées. Les transactions à Dubaï chutent de 49% en un mois, selon Goldman Sachs. Les obligations des promoteurs immobiliers à Dubaï représentent les pires performances des marchés émergents. Elles ont perdu jusqu'à 8,5% ce mois-ci. Fitch a placé Bingati Holding sous surveillance en vue d'une possible dégradation de notes. Mais surtout, tout le monde ferme les yeux sur le fait que la bombe la plus dangereuse n'est même pas financière. Elle n'a rien à voir avec l'immobilier et vous allez vite le voir. Je profite de cette vidéo pour vous dire que si vous souhaitez reprendre réellement votre argent et vos investissements en main, j'ai créé une formation offerte sur le sujet. En moins d'une heure, je vous y explique les bases de l'investissement, comment protéger votre avenir financier à l'heure où la retraite semble de plus en plus menacée, comment vous générer de potentiels revenus complémentaires et surtout comment démarrer même en partant de zéro. Pas de jargon, pas de théorie abstraite, juste l'essentiel structuré, concret pour que vous repartiez avec une vision claire et les fondations pour agir dans les heures qui suivent. Cette formation est gratuite. Cliquez sur le premier lien en description pour y accéder. On a tous nos passeports ici dans nos TT. Si jamais par de Châle, il y a une grande guerre, il faut partir. On est des Français. Hein. La France, protégez-nous. Hein. On a vu les missiles passer au-dessus de nos têtes. Ouais, je suis pas bien, non. On ne peut même pas montrer, c'est ça le pire. Voilà. On peut même pas vous les montrer, on peut même pas snap. Alors qu'une grande partie des habitants commencent à fuir Dubaï, les influenceurs, eux, ont soudainement changé de discours. Après avoir filmé les drones en panique, passeport à la main, d'un jour à l'autre, retour à la normale. Dubaï est magnifique, tout va bien, revenez. Mais alors que s'est-il passé? Aux Émirats, publier du contenu promotionnel nécessite un permis officiel du Conseil des médias, obligatoire depuis 2023 pour les contenus rémunérés. La règle a été durcie en février 2026. Même les contenus non payés sont désormais concernés. Le truc, c'est qu'en plus d'être payant, ce permis vous engage à respecter les valeurs nationales. Aucune critique du gouvernement, rien qui porte atteinte à l'image du pays ou aux intérêts de l'État. Les sanctions pour non-respect vont jusqu'à 1 million de dirhams des Émirats Arabes Unis, soit près de 230 000 €. C'est aussi à ce moment-là qu'on découvre autre chose, il est en fait interdit de filmer les frappes iraniennes à Dubaï. Maeva Ghenam a d'ailleurs été convoquée par les autorités après avoir filmé les missiles depuis son jardin. Elle a ensuite changé radicalement de discours. Au début, on savait pas trop ce qui se passait. On entendait des détonations. Donc, du coup, on était tous paniqués. On voyait des choses dans le ciel et tout ça. Et quand le lendemain, on a su qu'en fait, c'était parce qu'on était protégés, que les missiles, ils étaient interceptés, mais que ça faisait du bruit. On a été rassurés. La parole des influenceurs est sous contrôle, on le sait maintenant. Et si Dubaï a besoin de museler ses créateurs de contenu pour maintenir son image, c'est qu'elle n'est plus aussi solide qu'avant. Et tout ça, ça reste la partie émergée de l'iceberg. Pour faire tourner les chantiers, les hôtels, les tours, les routes, Dubaï repose sur un système très particulier. Un système en réalité terrifiant quand on commence à mettre le nez dedans. Ça s'appelle le kafala. À Dubaï, 92% de la population n'est pas émirati. Les locaux représentent à peine 8% de la population. Les 92% restants sont des étrangers séparés en deux catégories très différentes.
D'un côté, des expatriés qualifiés, des cadres, des financiers qui sont venus là par choix. Des profils qui gagnent en moyenne 30 à 40% de plus qu'en Europe, grâce notamment à l'absence totale d'impôt sur le revenu. De l'autre, on a une masse de travailleurs migrants liés à leur employeur par un contrat appelé le kafala. On va très vite revenir dessus. En fait, à Dubaï, presque personne n'est chez soi, mais tout est fait pour que ça ne se ressente pas. La ville est une machine à rendre la vie facile. Vos courses sont livrées en 15 minutes, votre voiture récupérée et ramenée lavée, votre enfant gardé dès que vous en avez besoin, votre appartement nettoyé en votre absence. Tout ça via une appli disponible 24 heures sur 24 et à des prix accessibles pour la classe moyenne expatriée. En gros, tu peux presque tout faire, que ce soit te faire livrer un repas chaud, demander une femme de ménage, un massage, puis te faire ausculter par une médecin et même te faire livrer du cash. Tant de services qui, en France, seraient réservés aux très riches, sont ici accessibles à la classe moyenne à partir d'une dizaine d'euros l'heure. C'est d'ailleurs l'une des premières choses que citent les Français installés là-bas pour expliquer pourquoi ils ne veulent pas rentrer. Sauf que cette fluidité, cette abondance de services, elle a un prix pour tous les travailleurs de l'ombre. C'est là que se trouvent les dérives du fameux système kafala. Ces travailleurs pauvres sont 4,5 millions ici. C'est la moitié de la population de ces richissimes Émirats. Leur travail terminé, ils repartent en bus vers leur camp d'hébergement. Des heures d'embouteillage pour rejoindre ce quartier aux portes du désert. C'est là que se concentrent la plupart des camps de Dubaï. Dit autrement, il s'agit d'un système de mise sous tutelle des travailleurs étrangers. Et c'est terrifiant. Concrètement, voilà ce que ça donne. Vous ne pouvez pas quitter votre employeur sans son accord, même s'il ne vous paie pas, même s'il est violent, même s'il vous fait travailler 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Vous n'avez pas de syndicat pour vous défendre et dans près d'un cas sur deux, selon les enquêtes menées sur place, votre passeport est confisqué dès l'arrivée. Si vous fuyez malgré tout, vous êtes signalé aux autorités pour absconding, abandon de poste illégal. Résultat, arrestation possible, amende, expulsion, sans avocat, sans procès. La plupart des travailleurs domestiques sont sous ce système et se retrouvent donc totalement exclus du Code du travail. Un système qui organise finalement le vol de salaire à grande échelle, comme le documente l'ONG Human Rights Watch. Les travailleurs qui ont construit le Burj Khalifa, les îles Palmes, les stades, vivent dans des camps en dehors de la ville. Des camps comme celui-là, il en existe des milliers aux Émirats. Kouchal nous sert de guide. 4000 hommes cohabitent ici. Cuisine, toilette, tout est collectif. Tout le monde travaille pour l'une des plus importantes sociétés de BTP des Émirats. Ils sont parfois refusés à l'entrée des centres commerciaux pour ne pas déranger la clientèle et surtout, ils n'ont pas de droit de résidence permanent, ni protection sociale, ni perspective de naturalisation. Avec la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les regards se sont braqués sur le golf. Le monde a découvert des milliers de travailleurs migrants morts sur le chantier et le système kafala. La pression internationale est devenue difficile à ignorer. Pour garder une image de hub moderne et continuer à attirer les talents, les Émirats ont tenté de réformer ce système plusieurs fois. D'abord en 2021, puis via un décret-loi fédéral en 2022, puis mise à jour en 2023. Ils ont notamment imposé le paiement des salaires via un système numérique, le Wage Protection System, WPS, qui est censé éviter le vol de salaire. Mais dans la réalité, ces réformes protègent mieux les travailleurs déjà mobiles, les travailleurs aisés, pas du tout les plus vulnérables. Les domestiques, par exemple, ne sont pas concernés par ces changements. Ils ne sont pas considérés comme des travailleurs au sens juridique, mais comme des serviteurs de maison. Ils sont donc exclus du Code du travail. Ils peuvent encore se faire confisquer leur passeport sans sanction. Human Rights Watch documente justement tout cela depuis 20 ans. Ces personnes-là se retrouvent donc sans droit de résidence permanente et la naturalisation est extrêmement rare car elle se fait au mérite. Ça peut être des investisseurs, des médecins de haut niveau, des artistes ou des talents reconnus et sur désignation directe du souverain, mais pas aux ouvriers et aux domestiques. Cela dit, il ne faut pas croire que les travailleurs qualifiés échappent à tout ça. Ils font face, eux, à un autre mécanisme, la wasta. C'est le nom donné au réseau, au capital social. En fait, les opportunités de haut niveau ne circulent pas en fonction des compétences, mais via les relations avec les nationaux. Pour un même poste, un expatrié occidental bénéficie d'une rémunération plus importante qu'un travailleur d'Asie du Sud, non pas parce qu'il est plus qualifié, mais parce que son passeport vaut plus. Cette partie-là de Dubaï, elle est là par choix. En fait, les expatriés qualifiés, les cadres de multinationales, les financiers, ils n'ont pas plus de droits de résidence permanente, mais cela leur va très bien parce qu'ils ont un autre contrat, zéro impôt, plein de services et de la sécurité.
Mais retirez l'un de ces trois et il n'y a aucune raison de rester. Conséquence, la crise géopolitique actuelle pourrait bien déclencher une fuite de cette tranche de la population. Par exemple, quand les frappes ont commencé, les bureaux du géant bancaire américain Citi, du cabinet de conseil Deloitte et du conseil en gestion des affaires PwC ont été évacués en quelques heures. Si les classes moyennes et supérieures basculent vers Abu Dhabi, Riyad ou Singapour, qui investissent massivement pour capter exactement ce profil de personnes, Dubaï pourrait bien se vider de sa substance. Et contrairement à un État-nation, Dubaï ne pourra pas s'appuyer sur une population locale enracinée pour traverser la crise. Alors tout ça, c'est de l'économie, c'est de la politique. Même si c'est très ancré dans la société, ça pourrait encore changer. Parce que finalement, ce qui doit nous inquiéter, c'est même encore un autre problème. Un problème bien plus grand face auquel on ne pourra bientôt plus rien faire. Vous voyez Palm Jumeirah, la fameuse île artificielle en forme de palmier où les villas se négocient entre 5 et 45 millions d'euros. Où vous croiserez plus de Lamborghini dans une seule allée que dans toute une ville française. Eh bien, en réalité, elle subit de plein fouet le dérèglement climatique et perd entre 20 000 et 30 000 mètres cubes de sable de plage par an à cause de l'érosion côtière. En fait, la construction des îles artificielles a perturbé la circulation des courants marins dans le Golfe. En plus de piéger la chaleur dans la région, cela fait disparaître les îles artificielles à petit feu. En perturbant les courants naturels, elles empêchent le sable de se redéposer, ce qui finit par leur faire perdre leur forme initiale. Le plus fou dans tout ça, Dubaï importe du sable de construction depuis l'Australie parce que le leur est trop fin et trop arrondi pour rester sur les îles et servir de béton. Le désert ne peut même pas construire ses propres tours. Mais ce n'est pas encore le pire. Le pire, c'est l'eau. 83% de la population du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord fait face à une pénurie d'eau sévère selon le World Resources Institute et ce chiffre est projeté à 100% d'ici 2050. Et évidemment, les Émirats ne font pas exception. Ils figurent même parmi les 17 nations les plus en stress hydrique au monde avec le Koweït, Bahreïn et le Qatar. Et la nappe phréatique baisse d'1 mètre par an depuis 30 ans, menant à un risque d'épuisement total d'ici à 5 ans. Quant à Dubaï, elle ne possède aucune source d'eau douce naturelle, pas de nappe phréatique renouvelable, 0 rivière, 0 lac. Quasiment 100% de son eau potable vient du dessalement de l'eau de mer. Sauf que ce processus consomme des quantités, mais des quantités phénoménales d'énergie et la quasi-totalité de cette énergie provient de la combustion de gaz naturel et de pétrole. Dubaï dépend donc des énergies fossiles pour avoir de l'eau potable. Elle contribue de fait au réchauffement climatique pour boire. Et plus il fait chaud, plus elle a besoin d'eau, et plus elle a besoin d'eau, plus elle contribue au réchauffement climatique. C'est le serpent qui se mord la queue. La CIA alertait déjà en 1983 que la destruction des usines de dessalement pourrait provoquer une crise nationale dans les pays du Golfe. Et justement, c'est ce qui a failli se passer le 7 mars dernier. Un drone iranien a endommagé une usine de dessalement à Bahreïn. Le problème, c'est qu'attaquer l'eau potable est une violation des conventions de Genève. Si une grande usine desservant Dubaï est mise hors ligne, il ne faut pas des mois pour que la ville devienne inhabitable, mais quelques jours seulement, souligne le Guardian. Une attaque qui stopperait l'usine pourrait perturber l'approvisionnement en eau potable en quelques jours, car contrairement aux installations pétrolières, les usines de dessalement ne peuvent pas être facilement remplacées ou rapidement réparées. De plus, ce genre d'attaque pourrait rejeter dans la nature des produits chimiques utilisés dans le processus, du chlore notamment, sauf qu'en cas de potentiel mélange accidentel, on parle d'un dégagement de gaz chloré aussi utilisé comme arme chimique, rien que ça. Pour les investisseurs, pour les Français qui ont misé sur l'immobilier à Dubaï, et ils sont nombreux, la question n'est plus est-ce que ça va remonter? La question c'est dans 20 ou 30 ans, est-ce que cette ville sera encore vivable? Et pour l'instant, personne n'a la réponse. Ce qui est très frappant dans l'histoire de Dubaï, c'est que les signaux étaient là depuis le début. Dès les années 2000, les scientifiques alertaient, les nappes phréatiques pourraient être vides d'ici 2030. En 2008, les économistes avaient vu la première bulle exploser avec des prix divisés par 2. Et dès 2010, les études publiées montraient que Palm Jumeirah s'affaissait lentement dans la mer et pourtant les capitaux ont continué d'affluer. Parce que Dubaï vendait quelque chose d'irrésistible, l'idée qu'on pouvait s'affranchir des règles, des impôts, du climat, de la géographie, de l'histoire. Pendant 50 ans ça a tenu et combien de temps ça tiendra encore? Si vous avez investi à Dubaï ou si vous l'envisagez, dites-nous tout dans les commentaires. En attendant, cette crise nous a appris quelque chose sur l'immobilier, c'est que ça ne s'improvise pas. Quand on voit des promesses à plus de 10% de rendement par an, le tout clé en main, mais dans un pays situé dans l'une des zones les plus instables du monde, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Personnellement, je n'ai jamais été attiré par les placements immobiliers à Dubaï qu'on voit pulluler sur les réseaux sociaux ces dernières années. On le voit aujourd'hui
aujourd'hui, ce genre d'opportunités vantées partout finissent souvent par montrer leurs limites. Au contraire, si vous souhaitez investir dans ce qui a marché depuis des décennies, ce qui est appuyé notamment par des prix Nobel d'économie, eh bien, je vous parle de tout ça dans la formation offerte si vous voulez apprendre à bien investir, notamment en bourse. Si vous souhaitez y accéder, c'est le premier lien en description. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer ma vidéo sur l'arnaque du livret A, ce que votre banquier ne vous dira jamais sur ce placement, qui rapporte moins à vous qu'à votre banque et qui est un sujet évidemment politique. Cliquez ici pour voir cette vidéo maintenant.